etc., etc. Et d'ailleurs, effectivement, le journaliste de BFM TV qui était venu vous interviewer parlait justement de guerre nucléaire. Et écoutez ce que vous avez dit à ce moment-là. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment. C'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non. 2 minutes. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. À un moment donné, c'est vrai, et même d'ailleurs Medvedev en a parlé chez vous à la télévision soviétique, à la télévision russe. Vous voyez, j'ai encore des lapsus d'historique. Il disait, oui, écoutez, si vous, voilà, la bombe nucléaire, on parlait, bon, c'est les menaces, etc. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on hausse le ton, on dit, écoutez, si vous voulez qu'on arrive à ça, eh ben, on arrivera à ça. Mais c'est pas nous qui ont commencé, hein. C'est pas nous qui ont fait les bases en Roumanie, en Pologne, à nos frontières avec les missiles nucléaires américains. Et c'est pas nous qui ont commencé de bâtir l'armée européenne et essayer de trouver l'argent pour ça. C'est pas nous. Mais ce qui concerne la guerre nucléaire, comme j'ai déjà dit à BFM, en fait, la situation n'a pas changé. Pour nous, c'est très simple. C'est une raison de sécurité de notre pays et de sécurité de futures générations. Si vous avez les missiles nucléaires de l'OTAN, par exemple, à Kiev, il arrive sur le territoire russe en 3 minutes. De l'Allemagne, il arrive, ça prend 10 minutes. Donc, quand même, c'est ça la différence et c'est très simple. C'est pour ça que entre 3 minutes et 10 minutes, il y a une sacrée différence, vous voulez dire? Tout à fait. Ouais. Pour nous, pour la réponse nucléaire, oui. Ouais. Et donc, pour ce qui concerne toutes ces idées sur les menaces russes, les déclarations que la Russie menace l'Europe, c'est de la propagande pour, en fait, que les Européens ne pensent pas au prix de problèmes économiques, au prix de l'électricité. Problèmes économiques, qu'ils pensent à la menace russe et qu'ils préparent le kit de survie. Mais je vous assure que nous avons des armes nucléaires donc le kit de survie, il ne vous servira pas. Hein, donc, c'est très vite. Ça passe très, très vite. Vous n'arrivez pas même retrouver dans le pancarte le kit de survie. Oui, d'ailleurs, ce kit de survie est assez... on ne va pas en parler là, mais il y a un paragraphe où il dit s'il y a menace nucléaire ou même envoi de bombes nucléaires, fermez bien votre porte. Donc, oui, et les fenêtres. Et les fenêtres, voilà, c'est intéressant cela. Justement, alors je voudrais qu'on arrive à cela. Aujourd'hui, à votre avis, Piotr Tolstoï, je voudrais qu'on parle un peu d'économie et peut-être, on espère tous que quand même il y ait la paix un de ces jours et plutôt plus vite que plus lentement. Donc sur cette Europe, sur ce territoire, sur ce qui se passe. Est-ce qu'au fond, l'économie, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, bon, on sait très bien, il y a les terres rares, il y en a en Russie, il y en a en Ukraine, il y en a un peu partout, on voit très très bien. D'ailleurs, Trump, qui a toujours pratiqué l'art du deal, voit aussi, il y a le côté économique. Aujourd'hui, je rappelle d'ailleurs, et je voudrais avoir des nouvelles de la Russie, puisque notre ministre des Affaires étrangères, Bruno Le Maire, il avait dit il y a 1 an, nous allons mettre à genoux l'économie russe. Donnez-moi des nouvelles de l'économie russe. Est-ce qu'elle est à genoux? Est-ce qu'elle est en agonie? Ou comment ça se passe? Vous savez, c'était une des fautes majeures d'incompréhension par l'Occident, le caractère national russe et la situation en Russie. Notre économie n'est pas à genoux. On a tout ce qu'il faut dans des magasins, il n'y a aucun problème. Mais en fait, même s'il y avait des problèmes économiques, les Russes
ils réagissent autrement que, par exemple, les Français. On n'a pas derrière nous, on n'a pas derrière nous des siècles de sociétés de consommation. Et donc, les Russes, quand il y a la menace à la sécurité du pays, ou il y a la guerre, etc., ils se réunissent autour de pouvoir. Et c'est ça ce qui était pas prévu par tous ces démagogues qui disaient qu'on va mettre la Russie au genou, qu'on va déchirer l'économie russe en petits morceaux. Finalement, ça n'a pas marché. La Russie fait la commerce avec d'autres pays. Et je vous rappelle que la majorité des pays dans le monde entier aujourd'hui font la commerce avec la Russie et business avec la Russie sans problème. C'est seulement. Mais même nous achetons du gaz russe, soyons clairs. Même nous achetons du gaz russe. Bien sûr, vous achetez le gaz russe, mais malgré toutes les déclarations, donc c'est en fait le gaz qui est bourré du sang des enfants ukrainiens, donc vous le consommez très bien. Et à mon avis, cette idée, c'était la conséquence d'absence de la compréhension de la Russie, qui a encore les racines dans la soviétologie occidentale, notamment en France, de l'époque de Brejnev, de l'époque des années 70, etc. Oui, ça remonte à loin. Vous dites ça remonte à ça, voilà, en fait. Voilà, ça remonte à ça. Ça remonte à ça, et donc le Français ne comprennent pas pourquoi ils sont pas sortis dans les rues si, par exemple, il y a la hausse de prix et l'inflation. Oui, il y a l'inflation, il y a la hausse de prix, mais l'économie marche. On vend beaucoup en Inde, en Chine, dans des autres pays du monde entier, notamment en Afrique. Et donc, c'est clair que ça n'a pas marché. Toutes ces sanctions sont en fait inutiles. Déjà, 16 paquets des sanctions contre la Russie. Nous, on a, je sais pas, moi, je suis sous toutes les sanctions possibles, imaginables, personnellement. Donc, c'est-à-dire comment ça veut dire quoi concrètement que vous-même vous êtes sur toutes les sanctions? Ça veut dire concrètement que je peux pas aller dans aucun pays de l'Union européenne, par exemple. Ah bon, vous êtes interdit de séjour? Ni au Japon, ni au Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, etc. Mais j'ai pas intention. Mais si jamais il me faut pour mon travail, parce que je travaille au Parlement russe, et donc il y a les relations interparlementaires. J'étais à la tête de la délégation russe au Conseil de l'Europe depuis longtemps, et donc à l'OSCE, etc. Donc, il faut les garanties que les pays qui accueillent telle ou telle réunion internationale on va vous arrêter quand vous arrivez, quoi. C'est ça. Ne m'arrête pas sous la demande de l'Ukraine et de soi-disant tribunal international. Oui. Voilà, donc je suis un criminel et vous êtes en train de faire une interview avec un criminel très, très dangereux qui vous explique que pour nous, ça n'a rien changé, en fait. Ça change rien. C'est toute cette campagne des sanctions, d'ailleurs illégales parce qu'ils n'ont pas été votés à l'ONU ni rien du tout. Donc, c'était l'idée de la pression, de la guerre économique contre la Russie. Ça n'a pas marché. Et c'est l'incompréhension de cette logique, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'Europe ne peut pas s'arrêter dans cette hystérie anti-russe qui existe en Europe. C'est intéressant parce que vous répétez, ça vous l'avez déjà dit, mais c'est intéressant de le répéter. Vous dites, en fait, l'Europe s'est enfermée dans cette certitude que la Russie, ça n'allait pas marcher. D'ailleurs, il faut dire qu'il y a eu, y compris chez nous en France, dans certains médias, que Poutine ne tenait plus. Enfin, les 50 fois, Poutine était malade, que le régime est en train de flancher. Même quand il y a eu le Wagner et Prigojine, c'était la fin. On arrivait sur le Kremlin, et puis, etc. Bon. Mais au-delà de ça, quand même, je pense que il y a quand même, enfin, j'espère en tout cas qu'il y a un certain nombre de gens
qui ne seront pas enfermés définitivement dans leur schéma, soit idéologique, soit politique. On peut l'espérer. Bien sûr, non, mais nous on comprend très bien qu'on a beaucoup d'amis en Europe et il y a beaucoup des. Par exemple, vous avez cité cette interview à BFM. Moi, j'ai été frappé qu'après, quand j'étais en Europe, j'avais des Français qui me serraient la main et qui disaient, mais vous avez eu raison quand vous disiez qu'on ne peut pas croire à Macron, qu'on ne peut pas croire au gouvernement actuel, etc. Donc, il y a beaucoup des gens qui comprennent ça, mais le problème, c'est que l'opinion publique des pays soi-disant démocratiques européenne qui donne toujours des leçons de la démocratie à tout le monde entier. Aujourd'hui, cette opinion publique domine absolument sur n'importe quelle opinion privée et on ne peut pas sortir et dire voilà, je suis pour la Russie. Mais comment tu peux être pour la Russie? C'est des diables. Ils bouffent les enfants. Mais comment tu peux faire ça? Et tu es immédiatement isolé ou boycotté par tes collègues ou par l'opinion publique mainstream. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, ne fonctionnent pas les médias russes. Hein. Ils sont interdits comme propagande de Poutine. Nous, on n'interdit pas les médias français qui fonctionnent à Moscou comme propagande de Macron, par exemple. Et donc, pour nous, c'est des valeurs démocratiques. Alors, on voit que pour les Européens, ça ne marche pas tellement. Alors, je vous rassure quand même, honnêtement, je ne crois pas que la majorité des Européens pensent que les Russes mangent des petits-enfants. Je crois qu'on n'en est pas là. Mais le vrai problème... Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Non. Vous exagérez, là. Vous exagérez. Si. Avec tous ces spectacles sur Boucha, sur les événements à Kiev, etc., avec la propagande ukrainienne qui s'est installée dans les médias français, avec le soutien des États-Unis à cette propagande. D'ailleurs, l'activité de USAID qui a été récemment fermée par Trump et qui dépensait des milliards de dollars pour l'arrivée des acteurs de Hollywood à Kiev et pour cette solidarité avec l'Ukraine en Europe. Donc tout ça, c'est la campagne qui était montée avec l'argent américain, mais qui a entièrement, si vous voulez, mangé la diversité dans l'opinion publique européenne. Mais alors justement, ce qu'on a découvert aussi, c'est que maintenant, qu'il n'y a plus que l'Europe, il y a le monde. Et le monde, c'est beaucoup plus compliqué.